Nous allons maintenant passer à la deuxième séquence. La séquence neurosciences cognitives et difficultés d'apprentissage. C'est le thème de l'intervention de Steve Masson et c'est la première des séquences de la soirée où la technique va être un point crucial. Alors, avons-nous la liaison avec Steve Masson? Oui? Allons-y, voyons. C'est extraordinaire. Bonsoir Steve. Merci de vous prêter à cet exercice qui est un petit peu compliqué au plan technique. Parfait. Et tout d'abord, fait-il très froid à Montréal? Fait-il très froid? Il fait toujours froid à Montréal. Oui, effectivement, présentement, il neige encore. Il fait peut-être moins 5, moins 6 degrés. On a peut-être eu une vingtaine de centimètres de neige depuis quelques jours. Donc, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec Jean-Luc Berthier. Bonjour Steve. Bonjour. Alors, je me suis permis de te présenter auprès du public. J'ai dit le plus grand bien de toi et de tes compétences en neurosciences cognitives appliquées à l'apprentissage. Mais est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous dire un petit peu quel est le cœur de tes recherches, de tes travaux, sachant que ce qui nous intéresse bien sûr ce soir, ce sont les problématiques de l'apprentissage et plus particulièrement tout à l'heure de l'apprentissage pour les élèves en difficulté. Donc si tu pouvais te présenter un peu l'axe de tes recherches. Excellent. Donc, moi, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et dans mon laboratoire, on s'intéresse aux mécanismes en lien avec les apprentissages scolaires et avec l'enseignement. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de voir comment le cerveau peut apprendre et comment on peut, à partir de ces connaissances, adopter des approches pédagogiques les plus efficaces possibles. Alors, dans tes conférences, tu dis régulièrement qu'il y a quelques principes clés, cohérents, relatifs aux connaissances neuroscientifiques qu'on peut appliquer à l'apprentissage. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler? Ah, bien sûr, les recherches ont beaucoup progressé au cours des dernières années, hein. Pas juste dans le domaine des neurosciences, mais dans tous les types de recherches qui s'intéressent à l'apprentissage et à l'enseignement. Et si on avait ciblé des principes clés, j'aurais tendance à vous parler de principes en lien avec la plasticité du cerveau. On sait qu'apprendre, c'est changer son cerveau. On sait que plus précisément, c'est changer les interconnexions entre les neurones. Donc, lorsqu'on apprend, il y a des connexions cérébrales qui se créent, d'autres qui se renforcent, d'autres qui s'affaiblissent, et tous ces changements-là répondent à certaines règles. Et connaître ces règles, ces lois de la plasticité cérébrale peut parfois nous aider. Alors, je vous parle de 3 principes. Donc, pour faciliter la plasticité cérébrale, l'un des principes est d'activer les neurones. Il y a un principe en neurosciences qui dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Alors, plus on va activer les neurones en lien avec un apprentissage, plus les neurones vont s'interconnecter et plus il va se créer dans notre cerveau des sentiers. D'ailleurs, on compare souvent le cerveau à une forêt, hein, en disant que si on emprunte plusieurs fois le même chemin dans un sentier, il va y avoir progressivement un sentier qui va s'établir, qui va nous permettre d'aller rapidement du point A au point B. Mais dans le cerveau, c'est un peu pareil. Lorsqu'on utilise notre cerveau, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on essaie de résoudre un problème, certains groupes de neurones s'activent. Et à force de s'activer de façon simultanée et synchronisée, il va se créer des chemins dans notre cerveau. Et ultimement, apprendre, c'est créer ces chemins-là. Et pour les créer, il faut ces activations neuronales répétées. L'une des façons les plus efficaces pour s'assurer que les élèves activent leur cerveau, c'est leur demander de se souvenir des contenus, de chercher dans leur tête les solutions, de ne pas juste écouter un discours, pas juste lire un livre, mais d'essayer de faire l'effort de se souvenir. Et c'est cet entraînement à la récupération qui est le plus efficace pour activer le cerveau. Donc, ce premier principe est peut-être le principe le plus fondamental. Il faut que le cerveau de l'élève soit actif pour apprendre et qu'il soit activé à plusieurs reprises en lien avec chacun des apprentissages. Le deuxième principe, c'est à l'effet que ces activations cérébrales doivent idéalement être espacées dans le temps. Autrement dit, au lieu de consacrer 2 heures à faire plusieurs exercices en lien avec un apprentissage, on devrait prendre l'ensemble de ces exercices-là
et de les répartir sur quelques jours. Donc, d'espacer dans le temps les activations. Et lorsqu'on espace les activations, il y a au moins deux grands avantages. Le premier, c'est que le cerveau s'active plus et maintient son activité cérébrale plus longtemps. Et comme le cerveau est plus actif, il y a plus la possibilité d'apprentissage, il y a plus la possibilité de laisser une trace dans le cerveau de ces apprentissages-là. La deuxième raison, c'est lorsqu'on espace l'apprentissage, ça permet d'avoir des périodes de repos entre les activations. Et ces périodes de repos-là, notamment impliquant le sommeil, il se crée lors des périodes de sommeil des réactivations spontanées dans le cerveau, donc des réactivations des mêmes groupes de neurones qui sont en lien avec les apprentissages qu'on a fait au cours de la journée. Donc, d'activer le cerveau, premier principe. Deuxième principe, d'espacer les activations. Le dernier principe dont je veux vous parler en lien avec la plasticité cérébrale, c'est l'importance du feedback. Lorsque l'élève réfléchit, cherche une solution, il est en train de créer des sentiers dans son cerveau. Et idéalement, on ne veut pas qu'il crée des sentiers en lien avec des erreurs ou des stratégies inefficaces. Alors, il est très important de fournir à l'élève un feedback sur ce qu'il est en train de fournir comme explication ou ce qu'il est en train d'utiliser comme stratégie. Parce que si jamais il utilise une stratégie inefficace, il va falloir lui dire le plus tôt possible, avant qu'il répète son erreur et qu'il consolide des réseaux de neurones, des sentiers dans son cerveau en lien avec l'erreur, ce qui pourrait faire en sorte que la probabilité que l'erreur se répète augmente. Donc, on veut absolument maximiser ce feedback qu'on peut donner à l'élève pour l'orienter dans les meilleures directions possibles pour construire, transformer son cerveau pour apprendre. Donc, en résumé, pour développer le cerveau, pour créer des connexions neuronales, il faut s'entraîner, mais pas nécessairement s'entraîner très longtemps. Il faut idéalement s'entraîner moins longtemps, mais plus souvent, en essayant de maximiser le feedback disponible. Donc, ces trois stratégies-là d'activation, d'espacement et de feedback, ça me paraît des éléments vraiment cruciaux pour adapter notre pédagogie au fonctionnement des élèves. Et en quoi penses-tu que toutes les techniques de la neuroimagerie qu'ont-elles apporté dans ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau lorsqu'il apprend? Est-ce qu'il y a vraiment eu des théories qui ont été bousculées? Qu'est-ce que ça a apporté? Moi, je trouve que ça a apporté des informations complémentaires. Moi, je ne crois pas que les connaissances sur le cerveau ont bouleversé notre façon de concevoir l'apprentissage ou l'enseignement. Par contre, c'est un niveau d'analyse qui est venu s'ajouter. Et ce niveau d'analyse vient compléter, enrichir les niveaux d'analyse déjà existants. Par exemple, on sait que lorsqu'on apprend, le cerveau change. Et une des choses intéressantes avec cette vision-là du cerveau au niveau des groupes de neurones, c'est que l'apprentissage dans ce contexte-là n'est pas la présence ou l'absence d'apprentissage. Hein? Souvent, on considère en éducation l'élève a appris ou n'a pas appris. S'il réussit à résoudre un problème, à répondre à une question, il a appris. Sinon, il n'a pas appris. Mais en neurosciences, c'est quelque chose de beaucoup plus progressif. Au départ, l'élève n'est pas capable d'accomplir une tâche. Et progressivement, les réseaux de neurones s'établissent. Et progressivement, ces réseaux de neurones se renforcent. Et éventuellement, l'élève est capable d'accomplir une tâche. Et même lorsqu'il a accompli une tâche, l'apprentissage n'est pas terminé. N'est pas terminé en ce sens qu'on peut continuer à s'entraîner pour davantage consolider les réseaux de neurones. Donc, bref, ça apporte un éclairage différent, un éclairage complémentaire sur les différents éclairages qu'on peut avoir par rapport à l'apprentissage. Apprentissage qui est assurément quelque chose de très complexe. Alors, un des points de notre échange ce soir, c'est celui des élèves en difficulté. Est-ce que tu peux nous dire si tous les travaux qui ont été récemment accomplis dans ce qu'on appelle la neuroéducation, est-ce que ça ouvre des pistes nouvelles pour permettre à des élèves en difficulté de les surmonter? Des pistes nouvelles, je ne suis pas prêt à affirmer ça. Ça consolide certaines pistes déjà préexistantes. Ça permet de mieux les comprendre d'une certaine façon. Lorsqu'on s'intéresse aux difficultés d'apprentissage au niveau cérébral,
l'une des choses qui est intéressante, c'est que ça nous permet de voir quelles sont les régions qui sont sous-activées ou plus activées en lien avec les difficultés d'apprentissage. Donc, on peut voir si certaines difficultés d'apprentissage sont liées à une moins grande activation d'une région cérébrale ou d'une autre région cérébrale, ce qui permet d'avoir un indice sur la nature de la difficulté. Si par exemple on dit qu'un élève a des difficultés en lecture, ce n'est pas assez précis ça. On veut savoir quelle est la composante, quelle est la fonction essentielle à la lecture parmi toutes les fonctions nécessaires qui est problématique et de quelle façon on peut agir sur cette fonction-là. Donc, d'une part, la neuroimagerie, les neurosciences permettent de voir les particularités cérébrales en lien avec les difficultés. Ça permet aussi de voir quel genre d'interventions pédagogiques peuvent avoir un impact sur le cerveau des élèves. Donc, on peut comparer avant et après une intervention et voir ce qui a changé, ce qui s'est réajusté dans le cerveau des élèves. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Ça indique que le cerveau des élèves en difficulté n'est pas fixe, a certaines particularités qui peuvent être influencées par notre façon d'enseigner, par notre façon d'intervenir. Mais une des choses les plus notables observées lorsqu'on étudie les difficultés d'apprentissage des élèves, c'est que aucun trouble d'apprentissage, aucune difficulté n'est associé à un manque complet de plasticité cérébrale. Les élèves ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage parce que certaines caractéristiques de leur cerveau sont différentes. Ce n'est pas l'ensemble du cerveau qui fonctionne de façon nettement différente. C'est souvent certains systèmes ou certaines régions cérébrales qui sont problématiques. Et que la plasticité cérébrale et les règles qui régissent la plasticité cérébrale sont tout à fait similaires d'un élève à l'autre, incluant les élèves qui ont de la difficulté. Fait que l'une des grandes choses qui me paraît très intéressante, c'est de considérer que malgré des particularités cérébrales, les approches pédagogiques ne sont pas nécessairement fondamentalement différentes avec les élèves qui ont de la difficulté. C'est pour ça que souvent, ce qui est recommandé pour aider les élèves en difficulté, essayer de réduire le décrochage scolaire, c'est souvent de faire des interventions en fonction du niveau d'aide requis par l'élève. Il y a un modèle d'intervention qu'on appelle le modèle de la réponse à l'intervention. Et c'est un modèle fort intéressant qui indique la marche à suivre pour favoriser la réussite de tous. Et dans ce modèle-là, on dit que le premier niveau d'intervention, c'est celui avec la salle de classe. Et selon ce modèle, plus on utilise des approches pédagogiques efficaces, basées sur ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral et cognitif, plus les élèves vont réussir. C'est un premier niveau d'intervention. Il faut s'assurer que les approches pédagogiques sont les plus optimales possibles. Et lorsqu'on fait ça, il y a environ 80% des élèves qui réussissent très, très bien, mais malgré l'utilisation d'approches efficaces, il y a toujours un 20% environ d'élèves qui ont de la difficulté. C'est pour ça qu'avec ces élèves-là, il faut passer au niveau 2 d'intervention. Au niveau 2, on va prendre les élèves en sous-groupe, des élèves qui ont besoin de plus d'attention, de plus d'entraînement, de plus d'exercice. Et là, dans ces sous-groupes-là, on va faire des activités supplémentaires avec ces élèves-là. Et les activités ne seront pas fondamentalement différentes des activités faites en salle de classe, mais ça va être des activités plus soutenues et plus encadrées parce qu'en sous-groupe. Et lorsqu'on fait ça, cette intervention de niveau 2 en sous-groupe, là, il y a une partie d'élèves qui avaient de la difficulté qui réussissent. On parle d'environ 15% des 20%, 15% des élèves qui sont dans une classe qui ont besoin de ce travail supplémentaire en sous-groupe. Et maintenant, malgré ce travail en sous-groupe-là, il y a encore des élèves qui ont de la difficulté. On parle environ de 5% des élèves dans une classe. Et à ce moment-là, il faut faire une intervention de niveau 3. Utiliser toujours des approches les plus efficaces possibles, mais cette fois de façon individuelle. Un intervenant avec un enfant, travailler de façon soutenue, idéalement l'équivalent d'1 heure par semaine pendant quelques semaines. Et même après avoir fait ça, le problème des difficultés d'apprentissage n'est pas nécessairement réglé.
il va falloir s'assurer de faire un suivi avec les élèves. Et moi, je trouve que la meilleure façon de percevoir le rôle des neurosciences et de la recherche en général, c'est d'essayer d'intervenir selon ce modèle à 3 niveaux et essayer de trouver les approches pédagogiques les plus efficaces en s'appuyant sur une variété d'approches, notamment la neuroéducation, mais aussi la psychologie cognitive et d'autres approches. Il me semble que c'est le cœur. Le problème des difficultés d'apprentissage est tellement complexe et tellement important qu'il faut vraiment penser à un système le plus efficace possible. Et ce système le plus efficace, je pense qu'en partie, c'est ce modèle de la réponse à l'intervention où à chaque niveau, on s'assure d'utiliser les approches les plus compatibles avec le fonctionnement cérébral. Alors, tu disais tout à l'heure que la neuroéducation a fait beaucoup de progrès ces dernières années, les sciences cognitives, la connaissance du fonctionnement de la cognition. Qu'a besoin le professeur de savoir sur le fonctionnement du cerveau pour mettre en place des pédagogies plus efficaces, justement? Il y aurait plusieurs choses. Bien, la première chose, c'est de connaître la plasticité cérébrale, de savoir que le cerveau est plastique, de savoir que le cerveau peut se transformer. Et après ça, comme je le mentionnais, il y a différents principes pour s'assurer d'une pédagogie la plus efficace possible. Il y avait l'idée d'activer le cerveau de façon espacée avec le maximum de feedback, mais je crois que ça va au-delà de ça. Je crois que si les enseignants, les intervenants, les parents comprennent la plasticité cérébrale, ils vont comprendre aussi que la façon d'intervenir peut avoir un impact. Et plus on croit qu'on peut avoir un impact en tant qu'enseignant et parent, plus on risque d'essayer de choisir des approches pédagogiques les plus efficaces possibles. Et ça, ultimement, je pense que c'est un élément assez important, assez fondamental, cette idée de comprendre que le cerveau est plastique et d'essayer autant que possible d'en comprendre le plus possible sur cette plasticité, sur ce fonctionnement cérébral. Mais la plasticité, à mon avis, c'est quelque chose d'absolument central qui est à connaître. En plus de différents autres aspects, on s'entend. Mais ça, c'est un aspect qui est vraiment central. Et je crois que si un élève sait que son cerveau peut changer, si un élève sait qu'il peut s'améliorer, il risque d'être plus motivé à fournir les efforts requis pour apprendre. C'est la même chose pour un enseignant. Si un enseignant sait que par ses approches pédagogiques, il peut influencer le développement du cerveau d'un élève, bien, c'est motivant à en savoir plus sur le cerveau et à trouver des pédagogies compatibles avec le fonctionnement cérébral. À mon avis, c'est des aspects tout à fait essentiels. Depuis quelques années, dans le système français, on entend de plus en plus l'évocation des troubles de l'apprentissage, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, les troubles de l'attention, etc. Il y a un pourcentage non négligeable d'élèves qui sont concernés et qui inquiètent à la fois les parents et qui laissent un peu dérouter les enseignants. Est-ce que dernièrement, il y a eu des progrès très nets sur la compréhension de ces problèmes? Est-ce que on sait maintenant mieux trouver les pistes pour essayer d'avoir des pédagogies adaptées? Oui, au cours des 10 ou 20 dernières années, on en connaît beaucoup plus sur les troubles d'apprentissage, notamment à partir de l'imagerie cérébrale, mais à partir aussi de l'avancement des recherches selon différents niveaux d'analyse. Si on s'intéresse au cerveau, bien, on en connaît beaucoup plus, par exemple, sur la dyslexie. On sait qu'apprendre à lire, c'est associer des régions cérébrales associées à la vision, qui sont derrière le cerveau, et les associer aux régions du langage qui sont sur le côté du cerveau. Habituellement, apprendre à lire, c'est créer des connexions entre ces deux grandes régions cérébrales. Et on sait que lorsqu'un enfant est atteint de dyslexie, ces connexions cérébrales sont plus difficiles à établir dans ces régions-là. Et donc plus difficile de coder les régions de la vision et de l'identification de l'objet aux régions du langage, à cause de particularités dans certaines régions, en particulier dans des régions liées à ce qu'on appelle le traitement phonologique, le traitement des sons du langage. Et donc, parce que les élèves atteints de dyslexie ont des particularités dans des régions clés du langage, du traitement phonologique,
il est plus difficile d'associer les lettres qu'on voit à un sens qui est encodé dans les régions du langage. Donc, on en connaît plus sur la nature de ce trouble-là. Et il y a des recherches aussi qui montrent que lorsqu'on fait des interventions qui mettent l'accent sur la correspondance entre les lettres et les sons du langage, une approche qu'on pourrait qualifier de graphophonétique, ou parfois, je crois qu'en France, vous appelez ça souvent l'approche syllabique. Donc, une approche qui fait le lien entre les lettres et les sons, c'est une des approches les plus efficaces en général. C'est une des approches les plus efficaces au niveau de l'apprentissage de la lecture en général, mais c'est aussi l'une des approches les plus efficaces avec les élèves qui sont atteints de dyslexie. Alors, on le voit bien dans cet exemple-là que les élèves dyslexiques ont une particularité cérébrale qui n'empêche pas une certaine plasticité cérébrale. Mais cette plasticité cérébrale-là, comme elle est plus faible dans certaines régions cérébrales, ça va demander plus d'interventions soutenues et ciblées pour pouvoir aider davantage les élèves. Pour ce qui est des autres troubles, par exemple, le trouble de la dyscalculie a été longtemps un trouble moins étudié au niveau de la recherche. Mais les recherches ont quand même progressé. On sait que apprendre les mathématiques, c'est notamment être capable de faire de liens entre des nombres symboliques, le concept de 5, de 6, de 7, et certains ensembles d'objets, un certain nombre d'objets regroupés. Et cette association entre le symbolique et le nombre d'objets est tout à fait cruciale pour apprendre les mathématiques. Et il y a des recherches qui ont montré que les élèves qui sont atteints de dyscalculie ont des anomalies dans des régions clés de leur cerveau qui sont justement en lien avec le traitement des nombres. Et que des interventions où on demande à l'élève de faire le lien entre le nombre symbolique, les concepts de nombres, comme par exemple le concept de 8, de 9 ou de 10, et de faire le lien entre ce concept abstrait et symbolique et certains ensembles d'objets bien concrets et d'assurer cet arrimage en quelque sorte entre le nombre symbolique et non symbolique, entre les assemblages d'objets et la représentation symbolique des nombres. Faire ce travail-là fait en sorte que l'activité cérébrale dans des régions sous-activées redevient à un niveau similaire et tout ça aide l'élève dans ses difficultés, dans ses problématiques. Pour ce qui est, j'aurais tendance à vous donner un dernier exemple qui est en lien avec le trouble de l'attention, qui est un trouble très important au niveau scolaire, un trouble qui a des répercussions non seulement à l'école, mais aussi à la maison et dans les relations sociales que l'élève peut avoir. Bien, le trouble de l'attention, c'est d'abord et avant tout un trouble de contrôle de l'impulsivité. C'est un déficit au niveau de l'inhibition, en fait. Lorsqu'on s'intéresse au trouble déficitaire de l'attention, on se rend compte qu'un système important dans le cerveau, qu'on appelle un système en lien avec les neurotransmetteurs inhibiteurs, est déficient chez les élèves qui ont un trouble de l'attention. Si bien que, habituellement, ces neurotransmetteurs inhibiteurs servent à contrôler l'activité spontanée qui se déroule dans notre cerveau, ce qui nous permet de contrôler nos impulsivités, ce qui nous permet de bloquer des distractions pour être attentifs. Et ça, c'est déficient, problématique, moins efficace chez les élèves qui ont un trouble de l'attention. Donc, cette désorganisation fait en sorte que c'est un défi supplémentaire pour l'élève d'être attentif, de contrôler son impulsivité et de contrôler de façon générale ses automatismes ou ses réflexes. Et il y a quelques études qui ont porté sur les interventions. Il y a bien sûr beaucoup d'études sur l'utilisation de certains médicaments qui rétablissent cet équilibre au niveau des neurotransmetteurs inhibiteurs. Mais il y a aussi des recherches qui sont en cours qui laissent entendre que l'activité physique, la méditation, le neurofeedback auraient des impacts sur le trouble déficitaire de l'attention. Souvent, ces activités-là, la méditation, le neurofeedback, ce sont des activités où on se concentre à plusieurs reprises. Et ce travail de concentration, certaines études laissent entendre que ça pourrait être une bonne chose pour les élèves. Mais de façon plus générale, toutes les stratégies pour gérer l'impulsivité, on peut penser que ça s'avère efficace. Et que ce soit pour la dyslexie, la dyscalculie, le trouble déficitaire de l'attention, à chaque fois, il y a quelque chose de similaire. Il y a toujours une particularité cérébrale. Il y a toujours une particularité cérébrale qui est associée à certaines régions ou à certains systèmes et pas à l'ensemble du cerveau. Et toutes les interventions ont montré qu'en fait, lorsqu'on intervient de façon efficace, on assiste à un rétablissement de l'activité cérébrale du cerveau.
Ça ne veut pas dire que les gens n'ont plus de troubles d'apprentissage, ça veut dire que le cerveau est plastique au point où on peut influencer l'activité cérébrale même dans des régions qui sont anormales, atypiques et qui réagissent de façon différente des élèves typiques. Et ça, à mon avis, c'est très important de réaliser que les approches pédagogiques peuvent avoir un impact sur le cerveau et même sur le cerveau des élèves en difficulté. Avec toute cette arrivée de connaissances nouvelles sur le cerveau, est-ce qu'au Québec, tu as vu arriver également des modalités pédagogiques un peu nouvelles, un peu plus adaptées? Est-ce que ça rentre un peu dans le terrain de la classe? Ça rentre un peu dans le terrain de la classe. Je dirais qu'au Québec, peut-être un peu plus qu'ailleurs, il y a un noyau de chercheurs en éducation qui s'intéressent au fonctionnement cérébral en lien avec l'apprentissage et l'enseignement et à la mise en application. Mais il ne faut pas croire qu'au Québec, tous les enseignants, toutes les écoles connaissent bien le fonctionnement cérébral et interviennent de façon compatible avec le fonctionnement cérébral. Il y a encore assurément beaucoup de travail. À l'heure actuelle, il n'y a au Québec aucun cours obligatoire au niveau du fonctionnement cognitif ou cérébral. Il y a des cours, bien sûr, sur la pédagogie, parfois sur l'apprentissage ou sur le développement, des cours qui seraient plus spécifiquement en sciences cognitives appliqués au domaine de l'éducation. Il n'y a pas de cours obligatoire. Il existe certains cours optionnels, mais bref, ce ne sont pas tous les enseignants qui sont formés sur ces aspects qui peuvent être très intéressants pour améliorer sa pédagogie. Donc, il se passe des choses au Québec, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, comme partout ailleurs d'ailleurs. Donc là, tu évoques la formation des enseignants et tu dis que la connaissance du cerveau et tous ces processus cognitifs sont encore mal connus et mal enseignés au niveau des enseignants. C'est ce que tu dis là, hein? Oui, tout à fait. Oui, mais ma question, elle portait plutôt sur, mais dans les classes, au niveau des enseignants, est-ce qu'ils commencent à intégrer et à imaginer des pratiques pédagogiques un petit peu différentes? Oui, c'est très variable d'une école à l'autre, hein. J'ai eu la chance de donner souvent des conférences ou des formations dans des commissions scolaires qui sont des regroupements d'écoles au Québec. Donc, j'ai eu la chance d'être en contact avec plusieurs centaines d'enseignants qui se montrent très intéressés par l'application des neurosciences dans le domaine de l'éducation. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de mise en application systématique de ces différentes approches-là. Donc, c'est selon les initiatives des écoles et des commissions scolaires qu'il y a cette formation continue des enseignants au sujet des sciences cognitives et des neurosciences. Je voudrais terminer notre interview à deux, là, en te demandant, alors je sais bien que la question n'est pas très objective et tu sais qu'on en a déjà parlé, mais à ton avis, est-ce que le Québec ou peut-être la France, est-ce qu'on est un petit peu en avance sur la prise en compte de toutes ces connaissances sur le cerveau dans l'évolution des pédagogies? Ça dépend sous quel angle on regarde ça, je pense. Au Québec, comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense que plus qu'ailleurs dans le monde, il y a un noyau de chercheurs en éducation qui travaillent spécifiquement là-dessus. Ailleurs dans le monde, il y a souvent des chercheurs en psychologie ou en neurosciences qui s'intéressent à des thématiques liées de près ou de loin à l'éducation, mais des chercheurs en éducation qui utilisent l'imagerie cérébrale, par exemple, pour étudier ces problématiques-là, c'est relativement rare. Alors, à ce niveau-là, au Québec, on est peut-être légèrement en avance, mais d'autre part, au Québec, il y a encore relativement peu de chercheurs en neurosciences et en psychologie qui s'intéressent spécifiquement à la mise en application de ces connaissances dans les milieux de classe. Au niveau de la France, je ne connais peut-être pas assez bien ce qui se passe en France et tout ça pour porter un jugement, mais j'ai comme tendance à penser que la France était peut-être jusqu'à un certain point en retard sur ces problématiques-là, c'est-à-dire de pertinence ou non-pertinence des neurosciences en éducation. Parce que vous savez que ça existe depuis un bon bout de temps dans différents pays. À partir des années 2000, il y a eu plusieurs initiatives dans plusieurs pays anglo-saxons, mais aussi en Asie, sur l'importance des neurosciences pour le milieu de l'éducation. Et en France, j'ai comme l'impression que ça a peut-être été un peu plus long avant d'arriver. Vous aviez quelques chercheurs pionniers, dont Stanislas Dehaene, qui s'est intéressé depuis longtemps
à l'apprentissage des mathématiques et de la lecture aussi dans un deuxième temps. Mais que récemment, j'ai l'impression que j'ai de l'extérieur, c'est que vous en parlez beaucoup plus. Vous en parlez beaucoup plus, tant au niveau politique qu'au niveau de l'intervention dans la salle de classe. Alors, je crois que si jamais, et je ne suis pas certain, si jamais la France avait un certain retard, je crois que ce retard-là n'existe plus à l'heure actuelle. Hein. Vous en parlez, vous en débattez, il y en est question très souvent dans les discours que j'entends par rapport à l'éducation en France. Donc j'ai comme l'impression que le Québec et la France, on n'est pas nécessairement en avance, mais à l'heure actuelle, on n'est pas non plus en retard par rapport aux autres pays. D'accord. Alors, on va peut-être demander maintenant à la salle s'il y a des questions. Qui les reprend pour que je puisse les relayer? Des questions? Bonjour. Aujourd'hui, on se rend compte que, je me présente peut-être, Parle fort. Françoise Eslinger, la présidente du foyer. Nous recevons beaucoup de jeunes en difficulté et en décrochage particulièrement. Vous avez évoqué la dyslexie, la dyscalculie, le manque d'attention. Plus généralement, on a des jeunes qui arrivent en disant qu'ils ne veulent plus aller à l'école. C'est-à-dire, je dirais, alors c'est un mot de béotien, qu'ils ont une phobie de l'école. Est-ce que la phobie de l'école est quelque chose qui a une signification en neurosciences? Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié? Ou est-ce que ça n'est jamais que le rassemblement de tout ce que vous venez d'évoquer? Écoutez, les élèves qui ont des difficultés, souvent, ils ont rencontré échec après échec. Et il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui aime ça, vivre échec après échec. Hein? Et lorsqu'on attribue ces échecs-là à l'école, il est assez évident de ne pas aimer l'école. Hein? Ça me paraît un raisonnement assez clair. Surtout dans l'optique où l'élève en difficulté, s'il ne croit plus que l'école lui convient, si il a fait des efforts, s'il a rencontré une première difficulté, une deuxième difficulté, à un moment donné, il se dit peut-être que lui, il n'a pas la capacité d'apprendre à l'école. Et à ce moment-là, ben, lorsqu'on ne perçoit pas la possibilité de réussir, pourquoi on fournirait les efforts requis pour apprendre, pour réussir? Si c'est impossible d'y arriver indépendamment des efforts. Donc, cette question-là, elle est assez cruciale et pour régler cette question-là, c'est assurément pas facile. Hein? La façon la plus évidente serait de faire en sorte que le plus grand nombre d'élèves réussissent. Lorsqu'on réussit, on a plus de chances d'être intéressé par quelque chose et à poursuivre son parcours académique. Donc, d'offrir du soutien aux élèves en difficulté, d'une part, ça me paraît important. Essayer de faire en sorte que quand l'élève fait des activités, qu'il puisse vivre des succès. Parce que si on vit seulement des échecs, seulement des difficultés, c'est pas intéressant d'essayer de poursuivre. Par contre, si on vit quelques réussites, au niveau cérébral, ça peut carrément envoyer un signal. Il y a un relâchement de dopamine, on a un sentiment de bien-être qui est associé à ça. Et ce sentiment de bien-être associé à l'apprentissage peut nous donner le goût notamment d'apprendre à l'école. Un autre aspect qui me paraît vraiment important, c'est que les élèves en difficulté réalisent qu'ils ont des difficultés parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore changé dans leur cerveau. Si les élèves connaissent la plasticité cérébrale, si les élèves en difficulté savent que par les efforts, par l'utilisation de bonnes stratégies, leur cerveau peut changer et leurs difficultés d'apprentissage, leurs difficultés au niveau des mathématiques ou de la lecture peuvent s'atténuer et ils peuvent surmonter leurs difficultés. À ce moment-là, il y a la possibilité de réussite. Alors, pour répondre à la question, j'aurais tendance à vous dire, il faut faire en sorte que l'élève voit la possibilité de réussite. Il faut lui faire comprendre que son cerveau peut changer pour s'améliorer et il faut faire en sorte que dans nos interventions, les élèves vivent des succès, pas seulement des échecs. Et c'est cette combinaison de succès avec effort et utilisation de bonnes stratégies et connaissance de la plasticité cérébrale qui, je crois, peut donner espoir à certains élèves et développer un certain intérêt pour l'école. Parce que, comme je le mentionnais, si on ne vit que des difficultés, que des échecs, on envoie le signal que l'école, ce n'est pas fait pour nous, puis à ce moment-là, on décroche. Pour éviter ce décrochage-là, connaître la plasticité cérébrale, utiliser les meilleures approches pédagogiques
et s'arranger pour que les élèves vivent des réussites. Tout ça me paraît très important. D'autres questions, s'il vous plaît? Parlez bien fort, s'il vous plaît. Je vais le faire, je vais m'appliquer. Je suis un ancien formateur de formateurs et enseignant en Belgique. C'est plutôt une réflexion et pas une question. J'ai entendu une fois dans votre discours, il y a très peu, donner le goût d'apprendre. Ça me semble vraiment essentiel dans les processus pédagogiques mis en place, dans les supports choisis, dans l'attitude de l'enseignant et des enseignants. Merci. Alors, il s'agissait plus d'un commentaire que d'une question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Steve? Oui, je pense que ça vaut la peine parce que c'est vrai que c'est assez fondamental et jusqu'à un certain point, notre façon de réfléchir, nos intuitions par rapport à ce sujet-là sont peut-être en partie erronées. Je donne un exemple au niveau de le goût de lire, l'intérêt pour la lecture, l'intérêt pour les livres. Souvent, on a tendance à vouloir donner l'amour des livres aux enfants parce qu'on se dit, s'il aime lire, il va lire beaucoup, il va donc s'améliorer en lecture, ce qui va l'aider dans ses apprentissages. Ça, c'est un raisonnement qu'on fait tous spontanément. On souhaite que les élèves soient intéressés par le français, les mathématiques et les sciences, et ça va faire en sorte qu'ils vont être attentifs, concentrés, vont apprendre. Mais il y a quelques recherches qui montrent que c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Il y a quelques recherches qui laissent entendre que ce qui nous intéresse, c'est souvent les domaines dans lesquels on a un certain succès, une certaine facilité. Et d'ailleurs, je donnais l'exemple de la lecture. Tantôt, il y a une étude qui montre que ce n'est pas le fait d'aimer les livres qui nous fait lire les livres et nous rend meilleurs. C'est le fait d'être meilleur en lecture qui fait en sorte qu'on va lire beaucoup de livres et qu'ultimement, ça va développer notre amour de la lecture. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on aime les livres et donc qu'on va lire, mais c'est parfois le fait qu'on soit capable de lire, d'accéder à le fait qu'on soit capable d'accomplir cette tâche-là, qui fait en sorte qu'on a un certain plaisir à accomplir cette tâche-là, qui fait en sorte qu'on a un intérêt. Donc, j'ai tendance à vous dire, pour faire en sorte que les élèves développent le goût d'apprendre, le goût de l'école, le goût des mathématiques, du français, il faut s'assurer que nos approches pédagogiques sont les plus efficaces possibles. Parce que plus les élèves vont avoir la chance de vivre des réussites, plus ils vont avoir le goût d'en savoir plus et d'aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui est jusqu'à un certain point contre-intuitif, mais qui vaut la peine d'être discuté tout à fait parce que le goût de la motivation, le goût, l'intérêt pour l'apprentissage et les différentes sphères de la vie scolaire, ça me paraît important, assurément. Merci pour le commentaire. Alors, oui. Je voudrais, parlez bien fort, madame. Oui, bonjour. Donc, je suis Catherine Lequeux, principale du collège d'Ormesson. Je suis arrivée en septembre et j'étais assez surprise par le nombre d'élèves qui avaient des problèmes d'attention, donc sous médicaments, etc. Donc, je suis passée dans toutes les classes et j'ai fait un petit peu un sondage sur les heures de sommeil, à quelle heure ils se couchent, etc. Donc, je voudrais vous poser cette question à propos du sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'on doit dire aux parents, aux enfants, etc., etc. Oui. Le sommeil est assurément une composante importante de l'apprentissage. Par contre, j'éviterais d'associer trop directement les troubles d'apprentissage et le sommeil. Les troubles d'apprentissage, mais en particulier le trouble déficitaire d'attention, n'est pas nécessairement et seulement un déficit de sommeil. Le trouble de l'attention est vraiment en lien avec d'autres particularités cérébrales. Ceci dit, je vous mentionnais que le trouble de l'attention est un trouble de contrôle de l'impulsivité, contrôle de l'inattention. Et lorsqu'on n'a pas assez de sommeil, nos mécanismes de contrôle sont moins alertes, sont moins présents, sont moins efficaces. Alors, une absence de sommeil, ou plutôt le fait de pas assez dormir, fait en sorte que ce déficit déjà présent dans le cerveau de l'élève peut être exacerbé. Les symptômes, du moins, peuvent être exacerbés à cause de ça. Donc, dormir est tout à fait crucial. Il y a dormir, mais il y a aussi tenir compte des cycles d'éveil dans le cerveau au cours de la journée. Il y a des études, par exemple, qui montrent que les adolescents
le moment le plus propice à l'apprentissage, le moment où ils sont plus en éveil, c'est pas très tôt le matin. La plupart des adultes, c'est très tôt le matin, mais chez les adolescents, c'est décalé un peu plus tard. Donc, une école qui commencerait trop tôt ne serait pas compatible avec cette horloge biologique interne que possèdent notamment les adolescents. Bref, pour résumer, le sommeil, c'est crucial. Le sommeil peut contribuer à être plus attentif, plus en contrôle, mais ne va pas nécessairement régler un problème d'attention, par contre. Mais c'est une composante à tenir compte. Hein. Au niveau pédagogique, au niveau des écoles, je crois qu'il faut essayer d'intervenir sur tous les aspects qui peuvent avoir un impact. Le sommeil est un des aspects. L'activité physique est un autre aspect aussi. L'activité physique est bien démontrée pour optimiser le fonctionnement des régions du cortex préfrontal qui sont en lien avec le contrôle et l'attention. Donc, il faut essayer d'agir sur différents plans. Le sommeil est assurément un de ces plans-là. S'assurer que les élèves ont suffisamment de sommeil et de sommeil récupérateur. Une dernière question? Pour terminer sur le sommeil, on ne peut pas s'empêcher non plus de signaler aux élèves et aux parents que le sommeil participe à la consolidation des acquis en mémoire et d'autre part à une sorte de sélection des arguments pertinents que nous avons dans notre tête. Le cerveau possède quand même cette capacité à faire le tri entre ce qui est pertinent et non pertinent. Donc tout ça pour réhabiliter l'importance du sommeil, surtout chez les jeunes qui, je crois, dorment moins qu'il y a 1 ou 2 générations. Voilà. Alors, tout à fait juste. Hein, tout à fait juste. Je crois que nous allons terminer cette séquence. En tout cas, Steve, merci infiniment d'avoir répondu à notre demande. Quelle heure est-il chez toi maintenant? Il est maintenant presque 14 heures. Ah, donc c'est bientôt l'heure de la sieste alors? Non, au Québec, on ne prend pas de sieste l'après-midi. Ah, c'est dommage parce que sinon, j'allais vous dire bonne sieste. Voilà. En tout cas, merci à toi. Grand merci, Steve. À bientôt. On t'applaudit. Écoutez, ça a été un plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Hein.